Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'École des hautes études en sciences sociales pour cette 5e soirée des rendez-vous de crise qui est consacrée à l'écologie et qui porte comme titre plus précis l'écologie et politique, un nouveau contrat avec un point d'interrogation. Peut-être que le point d'interrogation se transformera un jour en un point d'exclamation. Enfin, pour le moment, c'est un point d'interrogation. Donc, autour de Christophe Bonneuil qui va faire le modérateur ce soir, on a la chance d'avoir Romain Huret de Lyon 2, Michèle Rivasi qui est députée européenne et Laurence Tubiana qui est directrice de l'IDRI. Je vous annonce que le prochain et dernier rendez-vous de crise aura lieu le 5 avril et sera consacré, comment pourrait être autrement, aux médias et les élections. Donc, c'est la dernière séance. Et je passe tout de suite la parole aux invités d'aujourd'hui, que je remercie vraiment au nom de l'école d'être venus et d'avoir accepté de discuter avec nous d'un sujet qui est éminemment contemporain, mais qui, parmi tous les sujets importants contemporains qu'on a discutés ici, a cette particularité qu'il engage en même temps notre avenir à nous tous. Voilà. Merci. Bonjour donc et bienvenue à ce 5e débat du cycle Rendez-vous de crise qui est consacré à la crise écologique pour faire un diagnostic de cette crise, pour débattre d'un nouveau contrat entre écologie et politique. Nous avons Michèle Rivasi, Romain Huret et Laurence Tubiana. Alors Michèle Rivasi est une professeure de biologie, si je me souviens bien, entrée en politique suite à la catastrophe de Tchernobyl en 1986. À l'époque, elle était pas convaincue que le nuage s'était vraiment arrêté sur le Rhin. Elle a créé alors la CRIRAD, un véritable laboratoire de contre-expertise citoyenne. Et cet engagement l'a conduit en 1997 sur les bancs de l'Assemblée nationale et aujourd'hui sur les bancs du Parlement européen en tant que député d'Europe Écologie Les Verts. Romain Huret, lui, est historien spécialiste des États-Unis. Il est maître de conférences à Lyon 2 et associé au Centre d'études nord-américaines de l'EHESS. Il a publié en 2010 aux éditions de l'EHESS Katrina 2005, l'ouragan, l'État et les pauvres aux États-Unis. Laurence Tubiana est inspectrice générale de l'agriculture et économiste. Elle a été conseillère environnement de Lionel Jospin à Matignon et a conduit les délégations françaises dans plusieurs négociations d'accords environnementaux internationaux. Donc, elle est depuis plusieurs années directrice de l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, qui est basé à Sciences Po. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de crise écologique planétaire ? Peut-être une première crise est celle des ressources, des limites d'une croissance infinie sur une planète finie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le pic pétrolier pour le pétrole conventionnel, c'est-à-dire ce pic, le moment où la production commence à plafonner puis décliner, a été atteint en 2006, d'après l'Agence internationale de l'énergie. Certes, des progrès technologiques font qu'on a besoin de 30% de moins de ressources naturelles qu'il y a 30 ans pour produire les mêmes choses, mais la consommation de toujours plus de biens et services, c'est l'effet rebond, a augmenté, et globalement la pression sur les ressources naturelles a augmenté de 50% sur ces mêmes 30 dernières années. Une seconde dimension de la crise est climatique, avec des négociations climat en panne, on y reviendra, et puisqu'on n'a pas d'engagement de type Kyoto 2, à Durban, on s'est juste mis d'accord pour dire qu'on allait se mettre d'accord plus tard, et une forte croissance en dehors de l'Europe, on se dirige vers une hausse de température globale à la fin du siècle qui sera sans doute plus proche des scénarios les plus pessimistes, entre 4 et 6 degrés, que des scénarios optimistes à 1,5 degré en 2100, avec tout un cortège de dérèglements météorologiques et de misère humaine, dont on verra un exemple avec Katrina. Une troisième dimension, c'est la crise de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes et de leur fonctionnement, avec un taux d'extinction 1000 fois plus élevé que la moyenne géologique, si vous voulez. On parle de 6e extinction. La 5e, c'était celle qui a vu disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années. Et puis une 4e crise, je sais qu'elle tient à cœur de Michèle Rivasi, on en parle moins, est sanitaire. L'incidence du cancer en France a augmenté de près de 90% entre 1980 et 2005, alors que la consommation de tabac et d'alcool baisse et que l'allongement de la durée de vie n'explique qu'un tiers de cette hausse. Le reste doit donc être attribué à des facteurs environnementaux,
au sens large du terme, ce que confirme l'inquiétante montée du cancer de l'enfant en Europe. Sur 30 ans, c'est 1% par an, d'après le Centre international de recherche contre le cancer. Les maladies chroniques menacent aujourd'hui non seulement les pays du Nord, mais l'ensemble de la planète. Elles sont une véritable bombe à retardement en Inde et en Chine, notamment. L'OMS qualifie cette épidémie de maladies chroniques de, je cite, catastrophe imminente, catastrophe pour la santé, pour la société et pour les économies nationales, dans un rapport de 2011. Alors, il est bien peu de questions de tout cela dans la campagne présidentielle actuelle, mais dans d'autres cercles, on en parle beaucoup, notamment des géologues. Le géochimiste et prix Nobel Paul Crutzen a proposé de nommer la période que nous vivons l'âge anthropocène pour signaler que l'homme, en tant qu'espèce, est devenu une force d'ampleur tellurique, une force géologique majeure. Ce nouvel âge géologique, qu'on fait un peu symboliquement dater de 1784, c'est la date du brevet de Watt sur la machine à vapeur, sera probablement validé au prochain congrès de géologie en août 2012 à Brisbane, au congrès international. Et donc, après l'Holocène, qui était une période qui a été proposée au XIXe siècle, liée à l'apparition de l'agriculture et puis la fin de la dernière glaciation. Nous vivons donc dans une nouvelle ère géologique, au cas où vous ne vous en seriez pas encore aperçu. Ce nouvel âge géologique implique sans doute une large prise de conscience politique, on y reviendra ce soir, mais puisque je suis historien et puisque nous sommes à l'École des hautes études en sciences sociales, je voudrais aussi souligner que l'avènement de l'Anthropocène doit aussi interpeller en profondeur les catégories de pensée et les récits des sciences humaines et sociales. Un sociologue et philosophe comme Bruno Latour a ainsi appelé à remettre en question le grand partage entre nature et culture qui a été institué par notre modernité. Non pas pour retomber dans une vieille naturalisation du social par le biologique, comme certaines écologies brunes pourraient avoir eu tendance à le faire, qui sont d'ailleurs très minoritaires dans l'écologie. On ne va pas revenir au discours de Luc Ferry. Mais au contraire, pour Latour, pour rouvrir des possibles dans les attachements qu'on choisit d'avoir avec la nature et pour remettre les sciences et les techniques en démocratie. De même, l'anthropologue Philippe Descola, dans Par-delà nature et culture, a montré que la représentation occidentale naturaliste de la nature n'est qu'un des systèmes de représentation possibles à l'échelle de la planète. Et un autre anthropologue comme Arturo Escobar montre comment des savoirs et des pouvoirs et des intérêts différents, voire antagonistes, peuvent s'affronter dans la gouvernance internationale de l'environnement. Alors, en histoire, qui est ma discipline, on assiste avec un certain retard sur d'autres pays, malgré tout, mais un grand développement de l'histoire environnementale qui est peut-être susceptible de produire une mémoire et des outils pour les mouvements socio-environnementaux actuels et futurs. Des historiens, il y en a beaucoup qui sont de cette maison, comme Geneviève Massard-Guilbault ou Thomas Leroux, revisitent l'histoire contemporaine et l'avènement de la société industrielle sous l'angle de l'histoire environnementale, sous l'angle de l'inégale distribution des nuisances et des pollutions. François Jarige ou Vincent Bourdeau ou Julien Vincent ou encore Jean-Baptiste Fressos, qui vient de sortir un livre remarquable qui s'appelle L'Apocalypse joyeuse, ont alors revisité l'histoire des résistances à la machine, l'histoire des controverses sur les risques technologiques et industriels au XIXe siècle. Ces travaux d'une nouvelle génération d'historiens nous donnent à voir non pas une entrée aveugle de nos sociétés dans l'Anthropocène, comme si on avait abîmé l'environnement et les corps vils parce qu'on ne savait pas encore, par inconscience, par incapacité à voir, par manque de connaissances scientifiques. C'est pas du tout ça. On est au contraire rentré dans la modernité industrielle par une entrée qui a été faite d'alerte très précoce, de régulation initiale des nuisances industrielles qui étaient très efficaces à la fin du XVIIIe siècle et qui ont été sciemment balayées au début du XIXe siècle pour faire advenir la grande industrie, de controverses vives mais jugulées par diverses techniques de gouvernement qu'on peut maintenant étudier, des luttes populaires radicales comme celle des Luddites ou des guerres pour les droits d'usage des biens communs forestiers qui furent peu à peu contenues par la répression ou disqualifiées idéologiquement, y compris par Marx, bien entendu.
Le tout récent livre de Christophe Charles fait lui aussi l'histoire de notre rapport au progrès depuis le 19e siècle. Et avec quelques collègues ici même, il y a quelques mois, on a organisé un colloque qui ouvrait le chantier d'une autre histoire des dites 30 glorieuses, qui serait peut-être un peu moins glorieuse en regardant un certain nombre d'autres choses, en refusant que le regard historien soit pris par l'auto-histoire qu'ont fait les modernisateurs de leur propre action à ce moment-là. Et puis si on regarde à l'étranger, je pense aux travaux de Pomerantz qui revisite la question des trajectoires industrielles comparées de l'Europe et des États-Unis en prenant en compte des paramètres environnementaux et géopolitiques que les historiens n'avaient pas forcément regardés avant, ou encore aux travaux de Timothy Mitchell, avec son dernier livre qui s'appelle Carbon Democracy, qui analyse ce que les énergies fossiles et ce que le pétrole font à nos démocraties. En quoi la source d'énergie, par sa matérialité, mais aussi par les réseaux socio-techniques qui permettent de les extraire et de les distribuer, façonne le type de régime politique dans lequel on est. Alors c'est un travail d'historien, mais à lire ce travail sur ce que c'est que la démocratie à l'âge de l'énergie fossile pas chère au XXe siècle, ça permet de se poser beaucoup de questions sur comment faire cette transition vers un monde qui dépendrait beaucoup moins des énergies fossiles et quels sont l'ensemble des blocages auxquels on va être affronté. Bref, l'émergence récente du concept d'anthropocène ne peut qu'interpeller les chercheurs en sciences humaines et sociales que nous sommes ici à l'École des hautes études. Et nous verrons d'ailleurs ce soir comment Romain Huret articule la question environnementale et les approches de l'histoire sociale.